as totalitarianism is there because Voldemort is obviously an authoritarian. So, yeah, those ideas are all in there, and it's an incredible thing to think that people would have softened in their attitudes because of reading them. You know, how do democracies turn back into dictatorships? All Star Wars is a way of updating that idea to say, watch out, because there are people out there who don't play by the rules, and if you're not careful, you're going to lose all your freedom. On regarde volontiers la Russie comme un régime autoritaire et la Corée du Nord comme un régime totalitaire. Mais même les gouvernements démocratiques sont parfois affublés des mêmes qualificatifs. Ils sont souvent employés comme des provocations, des exagérations ou même des injures, mais ils correspondent en fait à des catégories d'analyse assez précises et assez bien définies. La littérature et la science-fiction font usage de ces concepts et contribuent aujourd'hui, peut-être autant que l'histoire elle-même, à avertir tous les citoyens de ces dangers. On va d'abord se demander ce que ces termes veulent vraiment dire, et puis on va voir à quel point ils sont exploités dans deux œuvres de fiction, Harry Potter et Star Wars. Autoritarisme et totalitarisme vont estimer que la démocratie libérale ne fonctionne pas, qu'elle n'est pas adaptée, que la volonté du peuple est bafouée et humiliée par une oligarchie corrompue. Ce sont des régimes de transformation de l'ordre existant, et c'est à ce titre qu'ils vont s'accaparer le monopole de la modernité et soutenir que la démocratie libérale est une idée qui, au fond, a fait son temps. La démocratie est fondée sur l'incertitude. Elle est travaillée par des divisions au travers desquelles elle peine parfois à trouver une certaine unité. On ne sait pas trop où aller et chaque législature peut déterminer, au fil des alternances entre les partis et les programmes, une ligne politique entièrement nouvelle, avec des valeurs entièrement différentes. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, tout ou presque peut changer. Le totalitarisme, au contraire, est une certitude. L'histoire y a un sens, et ce sens doit être accompli parce qu'on est certain que c'est le bon. Et je jure fidélité et obéissance inconditionnelle au guide de l'Empire auquel je proclame mon allégeance jusqu'à la mort. Le totalitarisme a cette capacité de dépasser la contradiction. Il séduit parce qu'il est rassurant. Il oppose une vision, en fait une vérité, une direction présentée comme la meilleure possible. Et il est total parce qu'il défend une vérité dite officielle, qui doit dominer entièrement les sphères publiques, privées et même intimes. Il y a eu des tentatives de définition plus étoffées, et nous allons retenir celle de Raymond Aron, qui distingue 5 critères qui représentent l'idéal type du régime totalitaire. Comme l'explique Aron lui-même, aucun régime ne peut vraiment cumuler ces 5 critères à la fois, mais ils peuvent se vérifier à certains moments de l'histoire. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ces critères sont représentés dans la saga Harry Potter. Le roman est construit comme une réitération de la Seconde Guerre mondiale, et donc comme la preuve que le pire peut revenir. De l'aveu même de l'auteur, Joanne Rowling, Voldemort est construit comme la figure synthétique de Joseph Staline et Adolf Hitler. Il se trouve que la nature de son emprise sur le monde correspond en effet à la plupart des critères du totalitarisme, comme on va le voir. 1. Un parti unique. Le pouvoir de Voldemort est exercé personnellement d'abord, puis à travers une organisation proche des SS, de l'Allemagne nazie, que sont les Mange-Morts. Il n'y a donc pas de parti politique à proprement parler, mais il n'y a pas de pluralisme, pas de concurrence ou d'opposition autorisée, ce qui est ici le point principal. 2. Une vérité officielle. L'idéologie officielle du régime est celle de la supériorité des sorciers de sang pur, qui s'estiment depuis longtemps opprimés par les autres, c'est-à-dire les autres sorciers, mais aussi les humains normaux, les moldus, qui sont sans pouvoir magique. On pratique donc la police de la généalogie, et toute la hiérarchie sociale est fondée sur la pureté du sang. Il y a une haine viscérale des hybrides, c'est-à-dire des métis. On y pratique la révision de l'histoire, les purges et le génocide. Du reste, cette vérité officielle est largement défendue par le ministère de la Magie, dans le 7e tome en particulier, ou dans les 2 derniers films. 3.
le monopole de la force et des moyens de persuasion. Tous les moyens du ministère de la Magie, en particulier sa police, sont mis au service de Voldemort. Les principaux médias sont contrôlés ou se sont rangés à l'idéologie officielle. L'éducation des jeunes est prise en main par le régime, ainsi que tous les moyens de produire de la connaissance en général, ce qui est un point central des régimes totalitaires pour Claude Lefort. La force et la propagande sont donc justifiées pour faire triompher la vérité officielle. 4. Une économie soumise à l'État. Cher à Friedrich Hayek, ce critère se vérifie dans les grandes lignes. Le monde économique de Harry Potter est muselé. Le chemin de traverse et le village de Préolard, qui sont les deux centres économiques que nous connaissons le mieux, sont quasiment vides et seuls les commerçants complaisants ou collaborateurs, comme ceux de l'allée des Embrumes, peuvent encore exercer. 5. La terreur policière et idéologique. Hannah Arendt a fait remarquer que l'armée est peu fiable parce qu'elle est attachée aux valeurs patriotiques, mais aussi à l'honneur, à la protection de la population. Les régimes totalitaires emploient donc des polices secrètes et des milices. Les mange-morts et les rafleurs jouent ce rôle dans Harry Potter et se chargent de faire respecter par des menaces ou par la mort l'idéologie suprémaciste de Voldemort dans toute la société. La terreur est bien là. Le concept d'autoritarisme, on l'a dit, est une forme d'entre-deux entre le régime totalitaire et le régime démocratique. On retient en général la définition de Juan Linz. Si on la résume, parce qu'elle est un peu longue, un régime autoritaire serait un système politique au pluralisme limité, politiquement non responsable, sans idéologie, aux limites mal définies, mais relativement prévisible. La catégorie autoritaire est moins utilisée dans la fiction, parce qu'elle est aussi plus floue, plus évasive. La frontière entre un autoritarisme mou et une démocratie incomplète est parfois bien difficile à délimiter. Dans un autoritarisme dur, des éléments propres au totalitarisme peuvent même s'y retrouver, sans entièrement correspondre, évidemment. Mais c'est ce qui va nous intéresser ici dans Star Wars. L'inspiration de George Lucas puise dans la montée au pouvoir d'Hitler, mais aussi dans la Russie militariste, le Japon médiéval, et même la transition entre la République et l'Empire romain. Les épisodes 4, 5 et 6 illustrent en particulier le régime totalitaire. Palpatine, alors empereur, est au fait de son pouvoir. Mais ce qui va surtout nous occuper, ce sont les 3 épisodes de la prélogie, qui ont été remarqués pour leur contenu politique assez significatif. Cette période est idéale parce qu'elle illustre la transition entre un régime démocratique, celui du Sénat intergalactique, à un régime autoritaire, puis totalitaire, l'Empire. 1. Le pluralisme limité. Jusqu'à la bataille de Yavin, qui correspond à l'épisode 4 de la saga, il existe un Sénat galactique qui représente les territoires contrôlés par la République, puis par l'Empire. Même si l'emprise du chancelier suprême Palpatine se renforce inexorablement, il existe des sénateurs rebelles, comme Padmé Amidala, puis Bail Organa, qui font part de leur opposition. C'est donc ainsi que la liberté s'éteint, sous une foule d'acclamations. Le pluralisme n'est pas aboli, ce qui serait le propre d'un régime totalitaire, mais il est limité, ce qui correspond, oui, à un régime autoritaire. 2. Politiquement non responsable. Pour prendre un exemple bien connu en France, on dit que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Cela veut dire que seul le Premier ministre et son gouvernement peuvent être chassés par une motion de censure. Au cours de l'épisode 1, le chancelier suprême Valorum est justement expulsé suite à une motion de censure au profit de Palpatine, qui s'arrange pour obtenir tous les pouvoirs par le Sénat galactique. Palpatine conserve ensuite et renforce ses pleins pouvoirs et devient, de fait, politiquement non responsable. 3. Sans idéologie officielle, mais culturellement prédisposé. L'Empire n'a pas d'idéologie. Il s'agit de poursuivre le pouvoir pour le pouvoir. La galaxie de Star Wars a une certaine culture de l'opportunisme et de l'incertitude liée aux difficultés de la République, qui repose sur un équilibre précaire assuré par l'ordre Jedi notamment. Il y a donc une prédisposition au pouvoir fort, garant de l'ordre.
A noter que les Jedi sont accusés de trahison et purgés dans l'épisode 3. Ici, le totalitarisme n'est pas très loin, mais le contrôle n'est pas total. Des planètes neutres, ou dans la zone grise, peuvent vivre sans vraiment se préoccuper de l'Empire. Le contrôle n'est donc pas total et les citoyens ne doivent pas suivre une idéologie particulière. 4. Sans mobilisation politique. Il y a eu des manigances, des complots, mais pas de mobilisation politique à part entière. Palpatine n'a pas fait appel à un parti politique et n'a pas cherché à convaincre les citoyens. 5. Gouverner par un leader ou un petit groupe. Ce critère est valide, parce qu'on retrouve le chancelier Palpatine, les Sith, qui manipulent eux-mêmes d'autres petits groupes comme les séparatistes. 6. Dans des limites mal définies, mais plutôt prévisibles. L'étendue du pouvoir de l'Empire n'est pas parfaitement connue. Mais même si les règles sont floues, chacun sait à peu près comment se comporter face au pouvoir. Il faut le craindre, lui rendre hommage, et parfois le payer. Les lois de l'Empire ne sont pas toutes écrites, mais on sait en général à quoi s'attendre. Les régimes autoritaires et totalitaires n'ont pas quitté l'histoire, la nôtre, mais on a tendance à banaliser leur complexité ou la réalité de leurs pratiques par des caricatures qui profitent surtout aux acteurs politiques. Tel dirigeant est autoritaire, telle mesure est totalitaire. Le grand mérite des œuvres de fiction est de nous rappeler, à leur façon et au prix d'un certain nombre de raccourcis acceptables, ce qui fait l'essence de ces régimes et les raisons pour lesquelles il faut toujours s'en méfier. Si la science politique s'est constituée en discipline à part entière, c'est en partie pour cela. Merci de m'avoir suivi jusque-là, merci pour vos retours, vos suggestions en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous préviens, ce sera épique.